Il n'y a pas de collectivité nécessaire si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir œuvrer de façon telle à ce que chacun soit le bouclier d'autrui. Et ça, vous savez, c'est quelque chose de très intuitif. Par exemple, dans une classe au cégep, j'ai déjà été prof au cégep, si par exemple il y a quelque chose qui, disons, semble pénaliser quelques-uns mais ne pas pénaliser les autres dans la classe, eh bien, en règle générale, on a une réaction assez rapide de la classe au complet qui dit, écoutez, même si moi, ce que vous nous proposez ne me pénalise pas en particulier, je crois que ça pénalise certains d'entre nous, et pour cette raison, c'est inacceptable. Par exemple, une évaluation qui pourrait favoriser certains plutôt que d'autres, parce qu'elle est donnée à un certain moment plutôt qu'à un autre, par exemple. D'accord ? Et ça, tout de suite, il y a une réaction de la part des étudiants, parce qu'ils jugent que non pas que c'est pas quelque chose qui est pas gentil ou qui est pas agréable, etc., ça n'a rien à voir. C'est qu'ils jugent cela injuste. Ils jugent cela inéquitable. Et pour ce faire, ils sont prêts à s'unir de manière telle à dire, écoutez, nous n'avons rien contre vous, par exemple, au professeur, nous n'avons rien contre vous, nous avons quelque chose contre ce que vous présentez comme étant la meilleure option et qui nous apparaît inéquitable. D'accord ? Donc, en ce moment, je vois le mouvement des étudiants comme un mouvement qui tente de dire, écoutez, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le fait que nous soyons contre tel ou tel secteur. Ce qui compte essentiellement, c'est de montrer que nous sommes en mesure de dire à ce gouvernement, mais aussi à l'ensemble de la société, que nous ne sommes pas d'accord avec une fragilisation du lien social qui passe par une augmentation des frais de scolarité qui ferait en sorte que, graduellement, seuls les plus nantis seraient en mesure d'avoir accès aux études supérieures. D'accord ? Donc ça, c'est, disons, mon argument essentiellement repose sur une conception où chaque individu mérite sa liberté, chaque individu doit être libre, mais cette liberté n'est pas, disons, quelque chose de sacro-sainte, au sens où ce serait ma liberté contre celle des autres. Si ta liberté a un sens, c'est précisément qu'elle a le même sens que celle des autres. Il n'y a pas de liberté, comment dire, George Orwell disait, dans une société, tous les hommes sont libres, mais certains sont plus libres que d'autres, ou encore, l'autre façon de le dire, c'est tous les hommes sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et ça paraît très bizarre. Comment peut-on être plus égal qu'un autre ? Il y a un contresens. Mais il en va de même pour la liberté. Si certains peuvent jouir davantage de leur liberté que d'autres, ça veut dire que nous ne parlons pas de liberté, nous parlons simplement de rapport de force. Ça veut dire qu'ils ont plus de latitude dans leurs actions que les autres. Mais alors on ne parle pas véritablement de liberté. En tout cas, certainement pas au sens moral du terme. Et pour arriver à faire en sorte que cette liberté soit protégée, nous devons œuvrer de manière collective. Alors, dans le cas de la hausse des droits de scolarité, ce qui me semble poser un très grave problème, c'est que, en un sens, nous sommes en train de remettre en cause, et là je parle, encore une fois, je n'ai pas de données empiriques à vous donner, ce n'est pas le but de mon exposé, mais nous sommes en train de remettre en cause non seulement l'entrée aux études, mais aussi la sortie. C'est-à-dire que graduellement, nous allons faire en sorte que nous allons dire d'abord, seuls, nous allons faire en sorte que graduellement, nous allons peut-être corriger à long terme le problème de l'accessibilité, par exemple en faisant en sorte que l'impact de la hausse des frais de scolarité soit réduite. Par contre, ça se fera au détriment d'une formation plus fondamentale qui fera en sorte qu'au lieu, par exemple, d'avoir 30 ou 40 étudiants, on va en avoir 60, 70 dans notre classe. Ou comme, par exemple, moi j'ai un cours de première année, j'en ai 180. Bon, je me débrouille avec mes 180, mais parce que j'ai de l'aide, parce que j'ai des étudiants qui travaillent avec moi pour recevoir les étudiants, pour pouvoir corriger les copies de manière convenable, pour faire en sorte qu'il y ait un réel encadrement des étudiants. D'accord ? Mais si j'avais simplement moi et mes 180 étudiants, alors en gros, ça serait un stand-up comique. Je suis assez bon, ça paraît pas, mais je suis assez bon dans les stand-up comiques. Et ça serait un show avec une note à la fin, mais rien de plus. Or, ce que j'essaie de faire, c'est véritablement être dans un rapport d'interaction avec les étudiants. Alors, j'ai un rapport d'interaction en classe, et je prends le temps de le faire, mais j'ai un rapport d'interaction en dehors de la classe. D'accord ? Donc, ce qui m'apparaît essentiel, c'est que dans une société, si on veut faire en sorte d'optimaliser, c'est-à-dire que nous protégions réellement les uns les autres, ça veut dire que nous nous donnons mutuellement ce dont nous avons besoin pour être libres.
C'est-à-dire pour pouvoir véritablement jouir de notre liberté et non simplement d'une liberté qui serait un rapport de force contre les autres. D'accord ? Mais cela, ça demande des moyens, cela, ça demande des choix, et ces choix, encore une fois, ne peuvent être faits que collectivement. Il ne s'agit pas d'imposer une décision du haut vers le bas sous prétexte que nous aurons les meilleurs résultats. Il s'agit de vérifier, de faire en sorte que lorsque la décision sera choisie, elle sera choisie en bonne conscience de ce que ce choix représente. D'accord ? Il sera véritablement question d'un choix démocratique, d'un choix de société, et seulement ainsi pourrons-nous espérer que, peu à peu, ceux qui ont accepté ce choix soient en mesure de l'expliquer, de le justifier auprès, par exemple, des générations qui vont suivre. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Pour résumer, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui même de vous convaincre, par exemple, que la hausse des droits de scolarité est quelque chose d'injuste. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est que chacun d'entre vous considère que c'est de son obligation morale de réfléchir à ce que signifie non seulement la hausse des droits de scolarité, mais ce que signifie vivre en société et ce que cela exige de chacun d'entre nous. D'accord ? Et cela n'a de sens que si vous le partagez les uns avec les autres. Autrement dit, de la même façon que personne ne se fait tout seul, personne ne pense tout seul. Parce que lorsqu'on pense tout seul, en gros, on s'arrange pour que nos réponses correspondent aux questions qu'on veut poser, vice-versa. Alors que lorsqu'on est avec des autres, alors on est toujours surpris parce qu'il y a une question à laquelle on n'avait pas pensé et qui nous dérange. Et j'espère que c'est ce que vous pourrez me poser comme question. Je termine très rapidement. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de mes engagements moraux ou de la manière dont je le conçois sur le plan moral ? Je pense effectivement que chaque personne a un droit à la liberté, mais que ce droit essentiellement se vérifie dans les conséquences de nos choix collectifs. Il se vérifie par le fait que lorsque nous nous dotons d'une structure sociale, nous choisissons une structure sociale qui aura les meilleurs effets possibles pour l'ensemble d'entre nous. Mais ça demande effectivement de vérifier si ces meilleurs effets possibles, on les vérifie à partir de quelles valeurs exactement. Quels sont ces choix de valeurs ? Et pour moi, ces choix de valeurs nécessairement passent par l'ordre d'une discussion démocratique. Et la démocratie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne s'arrête pas ni ne commence le jour du vote. La démocratie est un processus continu. Ce que nous faisons est un exercice essentiellement démocratique.